auteur et co-auteur de nombreux ouvrages. Alors, ces ouvrages traitent de sa discipline scientifique principalement, donc les aspects génétiques et biologie, mais également sur d'autres sujets, notamment des questions d'éthique et de philosophie. J'ai retrouvé une formule que je qualifie un peu linéaire pour caractériser votre parcours de la façon suivante. C'est que vous êtes au début aux portes de la recherche jusqu'à la création d'activités et de richesses et d'emplois. Donc vous avez, on voit toute la ligne, si je puis dire, directrice, vertueuse, que j'ai envie de qualifier de vertueuse. Ce soir, le thème, donc, c'est l'existence humaine, avec ses réalités, mais également ses mystères. Donc, Monsieur Axel Kahn va nous intervenir dès maintenant, pendant environ 1 heure, 1 heure et quart. Ensuite, un jeu de questions-réponses, d'échange avec la salle sera ouvert. Après cela, vers 22h30, nous verrons, eh bien, vous aurez la possibilité, à la sortie de l'amphi, de pouvoir acquérir des ouvrages. Donc je pense que c'est l'ouvrage d'aujourd'hui. Et également, donc, il y aura une séance de dédicace. Donc, encore une fois, merci. Et nous vous écoutons. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs. C'est la 2e fois que je viens en réalité à l'école des mines d'Alès, mais je connais aussi très bien le pays cévenol, que j'apprécie vraiment, j'y ai beaucoup randonné, si bien que, ayant pu le faire, je n'ai pas hésité un seul instant à répondre positivement à cette invitation. Je viens ce soir pour vous présenter un livre, mais au-delà d'un livre, une réflexion. Ce livre, c'est par conséquent Les âges de la vie, dont la première de couverture vous est présentée. En quelques mots, l'histoire de la genèse de ce livre, c'est-à-dire comment en suis-je arrivé à cette réflexion sur les âges de la vie. En fait, le terme est un peu grandiloquent, mais mon œuvre littéraire, il y a toute une série de livres, d'ouvrages, qui traitent de cette interrogation qui est mienne depuis plus de 20 ans, qui touche aux contours, aux limites de l'humanité qui réside en chacun d'entre nous. Qu'est-ce que c'est que l'humain? En quoi sommes-nous humains? Et j'ai conjugué, décliné cette question à travers des livres dont le titre est évocateur, et l'homme dans tout ça, raisonnable et humain, l'homme ce roseau pensant, l'homme, le bien, le mal. Dans ces 4 ouvrages, j'avais abordé de nombreux aspects, bien entendu. Notamment, j'avais beaucoup abordé la manière masculine et féminine d'être humain, totalement complémentaire. Et je m'étais promis, pas d'achever, on ne l'achève jamais, une recherche de cet ordre, mais de compléter cette recherche en m'interrogeant sur un élément qui est structurant de la psychologie humaine, qui est le fait que nous sommes les seuls de tous les êtres vivants, de tous les animaux, de tous les mammifères, à nous interroger sur les conséquences du temps sur notre corps, conséquences dont nous sommes totalement conscients, qui nous amènent en permanence à nous projeter sur l'état qui sera celui de notre corps dans un avenir plus ou moins proche, à regretter à partir d'un moment l'état qui fut celui de notre corps
lorsque nous avons pris de l'âge. Et j'avais décidé par conséquent depuis longtemps, et même je m'étais presque engagé avec un éditeur, à écrire un livre dont le titre était « Les âges de la vie ». Et sur ces entrefaits, j'ai été nommé président de l'Université Paris-Descartes, une très grosse université, 40 000 étudiants, 5 000 salariés. Au moment où les universités sont devenues autonomes, où il y avait une réorganisation de tout. Et ce travail, vous l'imaginez, m'a pris plus qu'à temps plein, si bien que je n'ai pas pu mettre ce projet à exécution. Mais dans le cadre de mon travail universitaire, j'ai eu à cœur de montrer que l'université justifiait ce qu'il y avait d'universel dans son intitulé et essayait d'être présent sur toutes les formes spécifiques d'expression de l'esprit humain. Or, on sait très bien qu'il y a deux grandes catégories par lesquelles l'esprit humain s'exprime de manière un peu spécifique. L'une d'entre elles est de l'ordre de la rationalité scientifique ou philosophique. La rationalité philosophique est évidemment aussi une rationalité, sciences humaines et sociales. Et l'autre, qui n'est pas du tout une rationalité, qui est la création artistique, la création de beauté. L'homme a certainement comme caractéristique le langage, le logos et la raison, mais il en a une autre, qui est non moins fondamentale, c'est qu'il est, au moins à ce stade-là, le seul animal à être sensible par une émotion esthétique à la beauté et par conséquent qui est enclin à reproduire de la beauté. Et donc, comme président d'université, j'ai engagé Yvan Brohard, qui avait fait toute sa carrière comme commissaire d'exposition et qui avait, et qui a toujours, un extraordinaire carnet d'adresses de tous les plus grands musées du monde et de beaucoup des grands collectionneurs également du monde. Et avec lui, nous avons monté de très prestigieuses expositions disposant de locaux qui sont extraordinaires, notamment le Cloître des Cordeliers, qui est un bâtiment superbe de 1240 au centre de Paris, donc tout à fait privilégié pour ce type d'activité. Avec lui également, j'ai entrepris, en collaboration avec les éditions La Martinière, de lancer une collection de livres sur l'histoire de la pensée médicale, l'histoire de la pensée du médicament, vue aussi bien par la rationalité discursive et vue également par la représentation. Et à la fin de mon mandat, j'ai dit, bon, on va reprendre ce projet d'écrire les âges de la vie. Et on va l'écrire un peu à la manière d'un concerto. L'orchestre serait en quelque sorte toute la suite des personnes depuis le cours de tant de siècles dont les âges se succèdent et s'écoulent, et les deux instruments solistes seraient d'une part le texte écrit, cette rationalité discursive à laquelle j'ai fait allusion, et d'autre part le regard des artistes, puisqu'aussi bien le temps qui passe et les effets du temps sur le corps est une des sources d'inspiration principales des artistes depuis des millénaires. Si bien que ce livre est étrange en ce qu'il n'est pas du tout un livre illustré, un écrit illustré. Il n'est pas non plus un livre d'art commenté. Il est un livre à deux types de discours, l'un par l'écrit et l'autre par l'image. Les deux concourent au même dessein, qui est d'essayer d'approcher cet élément. Dans la première image, qui est ce tableau de Francisco Goya, je représente ici Chronos, l'un des dieux fondamentaux, le dieu du temps, avec ici la vérité et ici l'histoire. Ce tableau me permet d'introduire un élément que de manière singulière, une question dont j'ai traité avant-hier
Avant-hier, j'ai passé toute la journée, j'ai fait une conférence sur un tout autre thème que celui-là d'ailleurs, au CERN, qui est un endroit merveilleux. Et nous avons longuement parlé de leurs résultats sur le boson de Higgs, sur la vitesse des neutrinos, sur le Big Bang, sur la création de la matière à partir de l'énergie. Et je leur ai demandé si la conception que j'avais du temps correspondait à peu près à ce qu'en disaient les théoriciens en cosmogonie, en cosmologie. C'est-à-dire que pour moi, le temps, c'est un intervalle durant lequel des phénomènes se succèdent, quels qu'ils soient. Et si jamais tout phénomène cesse d'exister, si les quarks cessent de vibrer, si les atomes cessent de se désintégrer, si le torrent de montagne qui cascade de roche en roche d'un seul coup s'arrête et que les plus fines particules d'eau restent suspendues comme cela, naturellement, plus rien ne vieillit, le temps s'est arrêté. Mais s'il est vrai que le temps s'est arrêté alors que tout phénomène a cessé, et s'il est vrai que le Big Bang est le moment où de l'énergie incroyablement concentrée a engendré de la matière et l'espace, la matière dans l'espace a créé une succession d'événements, succession avant laquelle il n'y a pas de possibilité de temps. Et j'ai donc demandé aux physiciens du CERN, est-ce que vous acceptez avec moi que le Big Bang est également le moment où apparaît le temps en même temps que l'espace et en même temps que la matière? Et ils considèrent qu'en effet, on peut dire cela. Et d'ailleurs, si on ne peut pas le dire, si on parle d'un temps avant le Big Bang, cela suggère qu'il y a eu une histoire avant le Big Bang et que le Big Bang n'est qu'un des événements qui suit de très nombreux événements antérieurs. Donc voilà, le temps maintenant dont je vais parler ici est l'histoire qui s'y déroule. La vérité est qu'il s'agit de la vie humaine. La succession d'une vie humaine s'inscrit dans le temps. Cette succession de vie humaine est très clairement délimitée, bornée. Dans ce manuscrit de la Bibliothèque nationale du XVe siècle, vous voyez des multiples représentations des trois parcs. La première est très appréciée des généticiens. C'est la parc Lachesis. Lachesis choisit parmi un très grand éventail de fuseaux celui qu'elle va se mettre à filer. Et elle choisit au hasard. Nous autres généticiens, nous dirions qu'elle fait jouer en quelque sorte la grande loterie de l'hérédité. Ensuite, la deuxième parc, c'est Cloto, et elle dévide le fil de la vie. C'est le destin qui est largement inscrit dans ce fuseau qui a été choisi au hasard, qui se déroule. Et hélas, ce destin a une fin que manifeste l'action de la troisième parc, la vieille, pas belle, Atropos, qui coupe le fil de la vie. Dans la tradition grecque, la vie commence par conséquent entre la génération, Lachesis, le destin, Cloto, et la fin de la vie, Atropos. Au début de la vie, l'enfant. L'enfant, ici je l'illustre avec ce tableau d'une beauté incroyable, c'est Paul en Arlequin de Pablo Picasso, qu'il faut regarder pour immédiatement, outre la beauté, la splendeur, la magnificence incontestable que l'on observe, pour y retrouver tout ce par quoi l'enfance est universellement émouvante. Ce qu'il y a chez cet enfant d'interrogation sur lui-même, on a l'impression qu'il
regarde d'un air craintif, mais aussi confiant, dubitatif, un avenir qu'il ne peut pas connaître. Cet enfant pour lequel nous avons cette propension à vouloir le protéger tant nous sentons sa fragilité, nous sommes amenés à reconnaître que cet effet qu'il a sur nous n'est pas propre à l'espèce humaine. En réalité, toutes les espèces animales ont une tendance à protéger leurs petits. Et d'ailleurs, si les espèces animales n'avaient pas tendance à protéger leurs petits, évidemment, les lignages animaux ne feraient pas long feu et auraient disparu. Si bien qu'en première analyse, si l'homme dérive d'ancêtres animaux, on peut considérer qu'il a en particulier hérité de cette étrange émotion que crée chez nous cet enfant. D'ailleurs, c'est sans doute en partie le cas parce que, de la même manière que l'enfant nous émeut, nous sommes émus par le petit poulain, par le petit veau, par le petit chiot, par le petit chaton, en règle générale. Mais à cela ne se limite pas cette émotion. Et l'autre élément propre à notre humanité, par lequel cet enfant est pour nous une interrogation, c'est justement le temps. Le temps dont j'ai parlé tout à l'heure est un élément essentiel dans les phénomènes d'humanisation. Parmi les nombreuses caractéristiques de l'humain, j'en ai déjà cité deux, qui est la sensibilité à l'émotion esthétique, qui est évidemment la rationalité, la raison. En voilà un troisième, fondamental. Peut-être même est-il premier. C'est l'hypothèse que j'en ai faite dans un livre qui est L'homme se roseau-pensant, qui est la conscience du temps, une conscience très claire et très développée du temps. À ce niveau-là, seul l'homme est capable d'envisager l'avenir, de s'y projeter et de se préparer, en effet, à réaliser un projet, élément fondamental. Si bien que dans cet enfant, au contact duquel nous ressentons cette émotion, nous voyons également cette page blanche qui demandera à être écrite par le temps qui passera. Nous imaginons ce que sera cet enfant, ce qui lui adviendra. Un autre élément par lequel le temps modifie l'effet de cet enfant sur nous, c'est qu'il est le moment où nous arrivons à appréhender la première forme des trois formes d'immortalité dont je parlerai. Si nous sommes morts, nous savons, aujourd'hui nous le savons scientifiquement, mais avant de le savoir scientifiquement, on s'en doutait, que si nous avons des enfants, ou même si nous n'avons pas d'enfants, si nous avons des vagues neveux, des vagues cousins, quelque chose qui procède de notre lignage, tout de nous n'est pas mort. Et une partie de nous continuera de se perpétuer. Aujourd'hui, nous arrivons à le transformer en réalité scientifique. Dans cet enfant, si c'est mon enfant, il y a la moitié de mes gènes et la moitié des gènes de la maman de cet enfant, et il en transmettra une partie avec l'apport de sa propre femme à mes petits-enfants, et on retrouvera encore de mes gènes dans mes arrière-petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants, si bien que à la mortalité de mon corps, l'on peut opposer l'immortalité de la lignée germinale, cette lignée qui va perpétuer l'espèce. L'enfant, c'est la projection dans le temps. Comme c'est la projection dans le temps, c'est la possibilité pour l'adulte de penser que peut-être l'enfant arrivera à réaliser les souhaits que les parents n'ont pas pu réaliser eux-mêmes, leurs aspirations. Ils seront peut-être vengés de leur frustration par la réussite de l'enfant. Et puis, cet enfant est une manière de défier la fin. Cet enfant joue Oskar Matzerath dans Le Tambour de Volker Schlöndorff,
d'après le roman de Günter Grass. Oscar, comme tous les enfants du monde, joue du tambour. Sauf que lui, il a passé l'âge. Il ne devrait plus. Et pourtant, il continue de jouer du tambour parce qu'il ne grandit pas. Et s'il ne grandit pas, c'est qu'il ne veut pas grandir. Et s'il ne veut pas grandir, c'est qu'il voit que s'il grandit, il devra s'engager dans un monde qui est hideux, qui est abominable, qui est horrible, qui est un maléfice de tous les instants. Ce monde, c'est celui de l'avènement du chancelier Hitler, ça sera celui de la guerre, c'est celui du nazisme, et grandir dans ce monde-là, il met toute son énergie à ne pas le faire. En 1945, après la mort d'Hitler, il persistera dans son refus de grandir, car il y a encore Staline et ses abominations. Et lorsque les deux grands tyrans seront morts et qu'il se décidera enfin à grandir, le temps sera passé et il ne le pourra plus. Si je représente cette image du film de Schlendorf, c'est que cette transition de l'enfance à la période qui suit est toujours une épreuve. Le monde de l'enfance, même quand l'enfance a toutes les raisons d'être malheureuse, il y a des exceptions naturellement, mais il y a même une capacité à en ressentir la magie, qui est celle de la tiédeur de la peau du sein maternel, qui est celle de la chaleur du tissu familial, qui sera celle des fratries, des jeux malgré tout, malgré les épreuves. Et puis, ce monde un peu enchanté, l'on voit bien que l'on va le quitter, on voit les grands, on voit les plus grands, on voit les parents, et donc on commence à apercevoir le monde. Et la réalité du monde dans lequel on doit s'engager, il est rare qu'il bénéficie des mêmes couleurs enchanteresses que ce monde magique de la petite enfance. Si bien que tous les psychologues le savent, les psychiatres, les cabinets de psychologues infantiles, de pédopsychiatres, sont remplis d'enfants terrorisés par la perspective de grandir. D'ailleurs, chacun sait que le suicide des enfants est un phénomène qui est heureusement rare, mais qui n'est pas exceptionnel, et qui procède un peu de ce mécanisme. Cela étant dit, la grande différence entre Oscar et les vrais enfants de notre vraie société, est que les nôtres, même quand ils ne veulent pas grandir, qu'ils font pipi au lit pour montrer qu'ils ne veulent pas grandir, eh bien, ils grandissent quand même. Et ils passent par ce stade. Ils sont beaux, eux aussi. À gauche, le jeune gaucho argentin, une photographie de Patrick de Wilde. À droite, Ranuccio Farnese, du Titien. Ils sont beaux, mais d'une beauté qui est différente de celle du petit Paul en arlequin de tout à l'heure. Cette beauté est plus troublante, déjà. Ils sont beaux et attirants. Chez eux, incontestablement, l'élément de l'attractivité sexuelle apparaît. On peut ressentir une attraction de cet ordre pour ces adolescents. Nous en sommes au stade de l'adolescence. L'adolescence est un terme et un concept qui est très moderne. Jadis, on était enfant dans les sociétés primitives, après des rites de passage. On passait au monde des adultes, on quittait le monde de la compagnie des femmes pour entrer dans le monde des adultes en compagnie des hommes, et il y avait un rite initiatique, variable suivant les peuples, mais il n'y avait pas de phase intermédiaire, de purgatoire en quelque sorte de la croissance. Le terme et le concept d'adolescence est né, dans toute son acception actuelle, au XIXe siècle, du concept de l'âge dangereux.
le danger est en double. D'abord, au XIXe siècle, les grands enfants dangereux sont avant tout des grands lycéens, des grands lycées, des garçons, les filles vont rarement dans ces grandes classes, qui, dans les dernières classes, se mettent à dépasser le stade du chahut et se lancent dans des mouvements qui, sans être révolutionnaires comme leurs aînés les étudiants, provoquent des troubles. Parfois, ils molestent leurs surveillants, leurs professeurs. Et puis, pire que tout, la sexualité s'est éveillée chez ces enfants. Or, le XIXe siècle est le siècle totalement schizophrène vis-à-vis de la sexualité. La fornication est à l'époque le mal absolu. Et une littérature incroyable, d'une stupidité insigne se développe pour essayer de masquer, d'atténuer, de réprimer l'éveil de la sexualité chez ces jeunes filles et ces jeunes garçons. On explique aux mères combien il est important d'examiner les draps du garçon pour y détecter les premières cartes de géographie. Et si jamais elles sont détectées, on prévoit même des gants dont on peut munir le garçon de telle sorte qu'il ne se masturbe pas. Voire même, on l'attache dans le lit pour éviter qu'il ne se livre à cette horreur abominable. La première perte menstruelle doit être détectée, absolument. Et dès lors, la fille, ô combien surveillée. Et on indique les horribles conséquences qui attendent l'adolescent si jamais il cède au mal de la masturbation. Et donc, l'adolescence, qui est cet âge de la sexualité naissante, est considérée comme un âge dangereux. Fort de cette connaissance historique sur l'adolescence, je me suis posé la question. Évidemment, c'est absurde que la raison pour laquelle on a isolé l'adolescence au XIXe siècle. Aujourd'hui, on considère que ces chahuts de lycéens ne sont pas si dangereux que ça et que la sexualité doit effectivement s'éveiller et nous l'accompagnons autant que faire se peut. Et pourtant, je crois que la période de l'adolescence est une découverte pour de mauvaises raisons, mais une vraie découverte. C'est-à-dire que l'adolescence est en effet une phase tout à fait particulière. Quand on y réfléchit, c'est la seule phase où un être humain assiste à la transformation rapide et radicale de son corps et de son esprit en étant conscient de cette transformation et de toutes ces étapes tout au long de la transformation. Le corps et l'esprit se transforment radicalement à 3 stades. La naissance, mais on n'en est pas vraiment conscient. La mort, on cesse à un moment donné d'en être conscient. Et l'adolescence. Et là, on l'observe du début jusqu'à la fin. Et on l'observe, et chez l'adolescent, tout se modifie. Tout d'abord, évidemment, c'est la période des premières pulsions, des premières tensions, des premiers désirs sexuels, des premières moiteurs sous les aisselles dans la paume des mains, des premières rougeurs liées par la proximité de la sexualité, par la pudeur. C'est également la phase où l'on lit dans les yeux des autres qu'on est devenu soi-même un objet sexuel. C'est également le moment où autrui est devenu un être sexué, objet lui aussi de désir. Et comme on ne voit que partiellement avec ses yeux, en réalité, on voit avec le cerveau qui interprète l'image qui est captée par les yeux. Et comme le psychisme en est modifié, la vision du monde en est également profondément modifiée. Par conséquent, c'est l'âge où on rompt momentanément, radicalement, avec les solidarités antérieures, où on distend les liens familiaux, où on les remplace par les liens de ces communautés d'adolescents, où l'on se met à explorer les limites, à vouloir les franchir. C'est l'âge où l'on fait les expériences, à ses frontières, à ses limites, où l'on a
une tendance à être exposés, voire même où on l'est dans la majorité des cas, à l'alcool, à la cigarette, aux drogues douces. 55% des lycéens aujourd'hui, d'après les statistiques, ont fumé du hash. Phénomène relativement récent, ce n'était pas vrai quand j'avais l'âge des lycéens aujourd'hui. Comme président d'université, voyant ces jeunes adultes que sont devenus des adolescents, j'ai perçu les conséquences de cette phase. Donc l'adolescence est incontestablement un âge très particulier qui mérite d'être isolé et qui mérite toute l'attention, tellement est grande sa susceptibilité à des comportements à risque, qui peuvent laisser des empreintes indélébiles. Et puis, plus encore que l'enfance, l'adolescence, puisque l'on voit le monde différemment, est le moment où on prend connaissance de la réalité d'un monde qui peut être à des années-lumière du monde rêvé. Et si les suicides d'enfants sont relativement rares, les deux pics du suicide, c'est l'adolescence et le jeune adulte, et également la personne âgée. Et le suicide du jeune enfant, de l'adolescent et du jeune adulte sont très liés à cette incompatibilité entre un monde dans lequel on ne veut pas s'engager tant il semble épouvantable et un idéal rêvé dont la réalité s'éloigne de 1000 lieues. Dans l'adolescence, je vais passer sur ce tableau de Francesco Melzi, d'après un original de Léonard de Vinci, pour m'arrêter sur celui-là, qui représente ici deux jumelles de Chassériau, du peintre Chassériau, et ici deux jumelles du Nagaland, qui est un État tout à fait de l'Est de l'Inde, pour aborder un point particulier qui est celui de l'individuation. Je vous ai dit que mon propos serait très lié à cette conscience que l'on a du temps depuis le début. Et dans le cours du temps qui s'écoule, le jeune enfant, l'enfant, l'adolescent, va vivre un parcours d'individuation progressive. Au départ, il est totalement fusionnel dans le ventre de sa mère. Il reste extrêmement fusionnel après qu'il est né, dépendant de la chaleur, de la tendresse maternelle, du sein maternel. Et puis, progressivement, l'histoire de son éducation, histoire et éducation dans laquelle il faut le guider, c'est celle d'une individuation progressive à laquelle contribue le sentiment d'altérité. C'est-à-dire, il y a moi dont je prends conscience qui est différent de l'autre. Je suis différent de maman, je suis différent de papa. Quand j'ai des frères, des sœurs, je suis différent des frères et des sœurs, sauf, évidemment, quand le frère ou la sœur est un vrai jumeau. Et là, une singularité, une particularité, une difficulté, c'est que l'autre, la sœur ici, elle est tellement proche de l'image de moi dans le miroir. Cet autre est si semblable à moi. Et les psychologues ont découvert, à travers l'étude des vrais jumeaux, un phénomène qui marque bien le caractère indispensable de l'individuation. C'est-à-dire que quand on regarde, il y a des variations, mais en moyenne, quand on regarde le taux de concordance psychométrique, les similitudes de caractère et de réussite au test, d'adolescents jumeaux vrais qui ont été élevés ensemble, on se rend compte qu'ils sont notablement différents, et même plus différents que ne le sont les mêmes tests réalisés chez des jumeaux de 80 ans qui ont mené chacun leur vie de leur côté. Et l'explication en est que cette exigence d'individuation, qu'est-ce qui est moi et qu'est-ce qui est l'autre, amène ces enfants, ces jeunes, à remplacer l'évidence de la différence avec l'autre par une individuation psychologique volontaire. Ils choisissent des options qui les différencient des options de l'autre.
Ça, c'est une image d'une famille, qui est la famille du peintre Singleton Copley, par le peintre lui-même, qui montre 4 générations. Ici, on pourrait maintenant peindre 5 générations. Et ensuite, je vous présente 2 illustrations du même propos, qui est ici sur les falaises de Bandiagara, dans le pays d'Ogon, au Mali, la généalogie des circoncis, et ici, l'arbre généalogique de la famille Kassler par un artiste inconnu. C'est justement la généalogie que je veux commenter à travers ces 3 représentations. Chacun d'entre nous, à un moment donné, que ce soit conscient ou que ce soit inconscient, est amené à se poser la question classique, fondatrice, existentielle. Qui suis-je? D'où viens-je? Où vais-je? Qui suis-je? D'où viens-je? Où vais-je? Qui suis-je? Je sais que je suis. En effet, je pense donc je suis. Or, je pense à qui je suis. Je sais que je pense donc je suis. Descartes. Cela étant dit, une fois que je sais que je suis, je ne sais pas qui je suis. Et savoir qui je suis est extrêmement difficile. Comment savoir qui on est? La première réponse, ce n'est pas la seule, mais la première réponse, c'est d'où on vient. D'ailleurs, pour décrire quelqu'un dans son identité, la tradition est de dire un tel, fils de, fils de. C'est ce qu'on fait également dans les pédigrés des chevaux. Très important, d'où on vient. Et chacun d'entre nous, pour approcher qui il est, et il a besoin de le savoir pour s'imaginer qui il deviendra. Comment voulez-vous savoir ce qu'on deviendra quand on ne sait pas ce qu'on est? Il a essentiellement besoin de s'insérer dans un récit généalogique, d'imaginer qu'il est un des éléments dont il connaît les antécédents, dont il imagine les descendants. D'ailleurs, selon moi, cette exigence généalogique ne requiert pas forcément la virilité des origines biologiques. Il y a aujourd'hui dans les textes internationaux sur les droits de l'enfant le rappel d'un droit de chaque enfant à connaître la réalité de ses origines biologiques. C'est comme ça m'a toujours laissé un peu pensif, mais il n'empêche que l'on connaisse la réalité de ses origines, ou bien que l'on ait une fiction, mais qu'on en soit convaincu de ses origines, il est tout à fait important de pouvoir se référer à des ascendants. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, avec les progrès de l'assistance médicale à la procréation, un nombre croissant de jeunes ont des difficultés de cet ordre. Prenons le cas des couples où l'homme est infécond ou stérile complètement et où la procréation résulte d'une fécondation de la femme avec un sperme de donneur. De mon temps, quand j'étais jeune médecin, on considérait que le détail de la procréation était un détail. Ce qui importait, c'est que cet homme et cette femme avaient voulu un enfant ensemble pour l'aimer ensemble et l'élever ensemble. Et on ne disait absolument pas à cet enfant qu'il était né du sperme d'un autre et non pas du sperme de son père légal, qui était son père. Et donc, il ne se posait pas plus de problèmes qu'il ne se pose dans la vie réelle, où jadis, avant que la contraception ait fait des progrès, entre 8 et 10% des enfants n'étaient pas les enfants de leur père. Voilà. Le généticien que je suis connaît la vie et connaît la réalité. Ils n'en savaient rien, personne n'en savait rien, ça ne posait aucun problème. Aujourd'hui, remarquez, le chiffre a un peu diminué à cause de la contraception, pas parce que les femmes et les hommes s'attirent moins les uns que les autres, mais on en est encore à un chiffre de l'ordre de 3%. Mais on ne dit rien, hein, on est d'une discrétion absolue. Aujourd'hui, avec notamment ce texte international sur le droit aux origines biologiques, à la vérité des origines, les enfants qui sont nés de fécondation avec un sperme de donneur, presque toujours le savent.
car les psychologues, les psychanalystes affirment qu'il faut leur dire, et de toute façon, toute la société a dit qu'il faut leur dire. Donc les enfants le savent. Et en France, statistique à la louche, en France, il y a en permanence une centaine d'enfants de cet ordre qui souffrent de ne pas connaître la réalité de leur géniteur, la réalité de leur origine biologique. Beaucoup s'en moquent. Bon, ils apprennent ça, mais ça ne les perturbe pas. Mais il y en a qui se lancent dans une quête qui est une quête douloureuse, difficile. Il faut y répondre, et c'est une des questions d'ailleurs qui a été extrêmement débattue lors de la révision de 2009 des lois de bioéthique. Ah, il est beau ce tableau-là. C'est un tableau que l'on doit à Tamara de Lipinka, mais j'aurais pu choisir parmi des centaines de tableaux. On voit ici un homme et une femme, mais pour vous montrer que ça ne me pose aucun problème, ça aurait pu être 2 hommes ou 2 femmes, que mon commentaire eût été le même. Ce que l'on voit, c'est que ces 2 êtres sont très attachés l'un à l'autre, qu'il y a un attrait évident. L'on voit cette inclinaison tendre du cou de la femme, ses yeux qui sont fixement posés sur l'homme, presque embués d'émotion. Ils sont très clairement amoureux, de la même manière de ce sourire surpris, épaté. Cet homme a le même regard sur cette femme. Dans ce regard partagé, d'ailleurs, il y a certes l'attrait pour l'autre, mais il y a autre chose. Il y a la vision partagée, conjointe, d'un avenir qui est non pas l'avenir de lui, non pas l'avenir d'elle, mais qui est l'avenir de leur couple, qui est leur avenir conjoint. L'avenir qui est aussi conjoint que l'est ces mains tendres qui s'effleurent, que nous voyons. Ces mains ici qui se rapprochent également. Ce couple est amoureux, évidemment. Et l'amour n'est pas propre à un âge de la vie, encore qu'il soit plus fréquent à un certain âge réellement de la vie. Il est un moment totalement essentiel de la vie, dans lequel le temps aussi intervient, qui le modifie considérablement. En effet, ici, qu'un homme et une femme s'attirent l'un l'autre, ça c'est banal. Les mâles et les femelles s'attirent les uns les autres, et c'est même comme ça que les espèces se perpétuent. Si bien que, là encore, on peut considérer que l'attraction des hommes pour les femmes et des femmes pour les hommes n'est que l'héritage, après tout, de l'attraction bien connue des mâles pour les femelles qui permet de perpétuer l'espèce. Mais le temps intervient. Et ce temps, c'est ce que j'ai décrit à travers ce regard conjoint, projetant dans un avenir partagé. Seul le couple peut avoir cela. Et ce projet conjoint dans un avenir partagé crée un monde, un univers psychique partagé, qui n'a point son équivalent dans la procréation dans le monde animal, où l'on procrée, puis on se sépare, et puis voilà, il n'y a naturellement aucun projet. Ce qu'il y a de plus caractéristique dans l'amour humain, ce n'est pas tellement l'attraction des femmes et des hommes, qui est extrêmement banale, c'est l'amour lui-même, dans sa dimension psychique, dans sa dimension de cet amour partagé. D'ailleurs, cela est très bien vu dans cette représentation magnifique à la bibliothèque royale de Bruxelles, qui représente le couple fusionnel. Ce couple fusionnel, le voilà. Et cela n'est pas propre à notre civilisation occidentale, on pourrait le considérer, puisque au musée de l'Or à Bogota, en Colombie, qui est un musée inouï, hein, ça vaut la peine d'aller à Bogota pour voir le musée de l'Or, vous retrouvez également ce couple fusionnel dans cette sculpture précolombienne. Ce tableau est un tableau de Rubens qui, de manière extrêmement imagée, représente la naissance de la Voie lactée, mais je ne m'arrêterai pas
à ce tableau et je m'arrêterai longuement à celui-là. À droite, vous le reconnaissez immédiatement, un tableau de Klimt, et à gauche, une femme Imba de Namibie. Je vais vous faire une confidence. Je suis tombé éperdument amoureux de cette femme-là. J'en rêve. Je la trouve d'une beauté incroyable, inouïe. Mais au-delà de la beauté, c'est l'interprétation de ce qu'elle est, de ce qu'elle semble, de ce qu'elle nous dit. Regardez cette femme au-delà de sa beauté. Tout d'abord, observez ce port altier, ce port de reine. Regardez ce regard brillant, cette moue de ses lèvres, son visage assuré. Cette femme, pourtant, sans doute, a été l'objet de la domination masculine, fréquente, moins chez nous encore qu'eux et plus encore dans ces peuples. Sans doute, petite fille, elle a été soumise assez tôt à la domination familiale du père ou de la mère aliénée par le machisme ancestral. Les grands frères l'ont emportée sur elle. Elle est, à l'évidence, maintenant soumise à l'autorité de son mari. Et pourtant, ses yeux lancent un défi au monde entier. Un défi au monde entier. Avec cette main tendre qui s'apprête à caresser sous la peau fine l'enfant qui est là et qui sera au monde bientôt, elle semble nous dire « Vous ne pouvez rien contre moi. Je suis le centre du monde. Je suis à l'origine de tout. C'est moi qui fais les garçons. C'est moi qui fais les filles. Sans moi, vous n'êtes rien. Sans moi, vous ne seriez pas. Vous êtes obligés de passer par moi. » Et elle a raison, bien sûr, et même nous autres biologistes, on le sait de mieux en mieux. On peut concevoir aujourd'hui un monde sans hommes. Il y a de nombreuses techniques pour le faire. D'ailleurs, dans la nature, la parthénogénèse existe. En revanche, c'est totalement impossible de concevoir un monde sans éléments femelles et, pour ce qui est de l'espèce humaine, sans femmes. Les femmes peuvent se reproduire sans hommes, pourront le faire, sans doute. Les hommes ne pourront jamais se reproduire sans femmes, puisque pour se reproduire, il faut notamment un ovocyte. Les hommes en sont assez peu pourvus, et un utérus, ils en sont encore moins possesseurs. Cette image de cette femme dans la gloire de sa grossesse, l'évidence que la grossesse peut être l'épiphanie d'une vie féminine, ne m'amène pas à masquer le fait que ce peut être également la malédiction d'une vie féminine. C'est-à-dire que ce en quoi la femme est en effet totalement indispensable à la perpétuation de l'espèce. Les hommes l'ont su très tôt, et se servant de leur plus grande force physique, ont mis en place un système ancestral, je l'ai dit, de domination des femmes. Aujourd'hui encore, le rôle inégal des femmes et des hommes dans l'engendrement, dans la grossesse évidemment, dans la naissance et même dans le soin aux petits-enfants, est l'un des éléments qui contribuent sans doute à ce plafond de verre qui persiste encore, qui fait que si à l'université il y a plus de filles que de garçons qui travaillent plutôt mieux que les garçons, qu'on trouve encore au moins autant de filles que de garçons, de femmes que d'hommes parmi les maîtres de conférences. Il y a déjà un peu plus d'hommes que de femmes chez les professeurs, et chez les présidents d'université, alors là, il y a 73 hommes pour 10 femmes. Dans le monde universitaire, qui pourtant est plus libéré que les autres, ça reste une réalité. Je me rappelle avoir travaillé chez Ron Poulenc, et dans le conseil d'administration de Ron Poulenc, il y avait 65 personnes. Il n'y avait pas une seule femme. Depuis, ils ont dû faire un effort, mais enfin bon. Ce plafond de verre a quelque chose à voir avec cette idée que la femme sera moins performante, qu'elle s'arrêtera à cause des enfants, qu'elle s'arrêtera à cause des grossesses, etc. Et donc la question est posée.
Imaginons que on trouve le moyen, d'ailleurs on l'a, je vous le dirai, qu'on trouve le moyen d'établir une totale symétrie entre les femmes et les hommes dans le processus d'engendrement. Voilà. On a trouvé le moyen, imaginez, en son temps par Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes, de créer l'utérus artificiel, la matrice artificielle. Les femmes produisent des ovocytes, les hommes produisent des spermatozoïdes, des professionnels les mettent au contact l'un de l'autre, ce qui n'empêche pas les hommes et les femmes de s'étreindre pour le plaisir, mais on sépare tout à fait cela de la procréation. Une fois que l'on a les embryons, on le met dans la matrice artificielle et on en sort 9 mois après un petit bébé que l'on confie à une structure que la société a organisée de manière à libérer, en fonction de leurs désirs, le parcours et l'itinéraire des femmes et des hommes. Je vous ai dit que ça existait déjà. Ça existe un peu déjà. Aux États-Unis en particulier, il y a pas mal d'artistes femmes qui, refusant totalement d'interrompre leur carrière et de voir modifier leur corps par la grossesse, mais désirant néanmoins des enfants, recourent à des mères porteuses qui ne sont guère pour elles que des utérus artificiels sur pattes. Et une fois que l'enfant est né, le confie à une nourrice. Donc on pourra savoir ce qu'il en est. La question qui se pose est évidemment question à laquelle je suis incapable de répondre. D'abord parce que je n'y répondrai que pour moi et en plus que je suis un tout petit peu un homme et pas beaucoup une femme et que je n'ai pas tellement de titres à y répondre. C'est si jamais l'utérus artificiel était totalement au point, si vraiment on était arrivé à une totale symétrie de contribution des hommes et des femmes dans la reproduction, cela serait-il un extraordinaire outil de libération des femmes ou bien un danger incroyable à leur épanouissement? Voilà, je vous laisse, mesdames, réfléchir et discuter entre vous sur ce point. Mais regardez-la bien. N'est-elle pas belle quand même? Elle aussi, elle est pas mal. Voilà. C'est Rita Hayworth, la déesse de l'amour, Gilda, le film de Charles Widor. À côté, rien à voir. Andy Warhol, Mao Tse-tung. Pourquoi rapprocher ces deux images? C'est que dans le livre, j'ai eu à cœur de traiter de situations d'état, de positions transversales qui arrivaient à modifier les conséquences psychologiques, en tout cas du temps qui passe. L'un de ces phénomènes, c'est la starification, la star. Et évidemment, Rita Hayworth est une star. À sa manière, cet homme de pouvoir intégral qu'est Mao est une star. C'est quoi une star? Une star, c'est une personne qui est un objet de désir de l'imiter, d'admiration sans borne, un modèle incroyable. Les hommes et les femmes ont toujours des modèles qu'ils veulent imiter. Une des caractéristiques de notre psychologie est de nous interroger sur autrui, sur les pensées d'autrui, souvent de vouloir ce que l'autre veut, l'envie de vouloir imiter autrui. Sauf que les stars, étant des étoiles au firmament, on ne peut pas les atteindre. Donc, la caractéristique d'une star est d'être un objet de désir intellectuel, de désir physique, mais d'être inatteignable. On en rêve. Qui, parmi les hommes, n'aurait rêvé d'une nuit avec Marilyn Monroe ou avec Brigitte Bardot au temps de sa splendeur? Il faut préciser le temps qui passe. Quelle femme n'a pas été sensible à la beauté de Marlon Brando dans Sur les quais ou d'autres hommes de cet ordre?
Mais les stars, ça peut être Freud, très vieux, star absolue. Ça peut être un grand philosophe. Bergson, dans son genre, était également une star. Les stars ont la caractéristique d'être moins sujets au vieillissement, parce qu'on ne perd pas d'admiration pour la star si elle vieillit. Évidemment, si c'est une star physique uniquement, le vieillissement, on le voit. Mais la star intellectuelle, le grand artiste, même quand il vieillit, il est toujours l'objet d'attraction, y compris d'ailleurs d'attraction sexuelle. Et il lui est beaucoup plus facile de parvenir à séduire de ce point de vue-là. La starification est un état privilégié de cet ordre avec un autre état qui est l'âge du pouvoir. Les femmes et les hommes de pouvoir sont des stars à leur manière. Ce qui est tout à fait intéressant dans l'âge du pouvoir, c'est ce qu'il implique. Ici, c'est un tableau du Titien qui représente le pape Paul III. Et là, c'est une devineresse d'Afrique du Sud qui est chargée de dire leur destin aux jeunes femmes qui vont s'engager dans la vie. Ce sont deux personnes de pouvoir différents, mais ces deux personnes, avec leur regard acéré, dès qu'elles plongent leur regard dans le regard d'autrui, savent que pour autrui, elles sont très importantes, qu'elles ne sont jamais insignifiantes et que d'une certaine manière, l'importance qui est liée à leur pouvoir fait que la modification de leur aspect lié à leur vieillissement importe peu. Alors, certes, le Saint-Père, qui est Paul III, est certainement à l'abri de toute pensée impure, mais chacun sait que l'âge du pouvoir a un autre côté qui est assez favorable, c'est qu'il continue à permettre à des personnes qui n'ont plus aucune raison d'être attrayants physiquement, de le rester considérablement du fait du pouvoir dont ils sont détenteurs. L'histoire française récente en témoigne tout à fait allègrement. L'homme de pouvoir qui est le vieux mâle dominant, on connaît. Il n'y a pas que les hommes d'ailleurs, puisque la grande Catherine, que voilà, à 60 ans passés, adorait la chair fraîche de ses jeunes amants, et qu'elle soit l'impératrice de toutes les Russies, devait certainement y contribuer. L'âge du pouvoir a une autre caractéristique, c'est que tant que l'on a du pouvoir, que l'on est un objet d'intérêt, d'importance, voire d'attraction sexuelle, on n'a pas de doute sur son importance, sur sa raison d'être, sa raison d'exister. Mais quand on n'existe qu'à travers la considération qu'a pour vous autrui, qu'on lit dans les yeux des autres, du moment où on perd son pouvoir, cette considération ne met pas une semaine avant de disparaître totalement. Pas une semaine. Et la majorité des femmes et des hommes de pouvoir, surtout des hommes, mais des femmes aussi, la majorité ne le supporte pas tout simplement parce qu'elles n'imaginent plus de vie, de possibilité d'en avoir la démonstration en dehors de leur relation à autrui. Et lorsque cette relation à autrui a disparu, alors elles sont en quelque sorte comme mortes à elles-mêmes. Elles ne peuvent pas supporter le tête-à-tête avec elles-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle on voit ce phénomène tout à fait singulier, dont on connaît maints exemples, des personnes qui ont eu des grandes fonctions, des hautes fonctions, et qui s'accrochent de toutes les manières, et jusqu'à l'âge le plus avancé possible, acceptent d'être placardisés, n'importe quoi, le plus insignifiant des postes réellement, plutôt que de n'avoir plus aucun pouvoir. Regardons cette femme et cet homme. Ils n'ont pas l'âge du couple de Tamara de Tepinka tout à l'heure. Mais ils sont beaux eux aussi, et eux aussi ils s'aiment. Il n'y a pas de doute à cela. On le voit, vous retrouvez d'ailleurs la même inclination du cou de la femme. Évidemment, et ça c'est une différence, ils n'ont plus tellement à partager un avenir conjoint. Ils sont dans leur rêve d'un passé commun.
Mais ce rêve d'un passé commun va de pair avec une affection, une tendresse mutuelle qui persiste. Cet âge n'est-il point désirable, mais, détail, cette femme, cette belle femme, bien peignée, a un manteau de fourrure, elle a un beau collier de perles, l'homme a une rosette et bien mis, une belle cravate, un costume de bonne facture, son visage est soigné, il est bien coiffé. Ils sont riches l'un et l'autre, ils ont des biens. Et ce tableau du pouvoir des seigneurs illustre un point qui est extrêmement cruel, qui est celui de l'accroissement considérable de l'inégalité de richesse par rapport aux effets du vieillissement. Imaginons, ici dans les Cévennes ou ailleurs, que l'on vous transporte sans vous dire où vous serez amené, dans un lieu, une petite ville ou un village que vous ne connaissez pas. Ici, vous allez voir des femmes comme celle-là qui sont minces, qui sortent de chez le coiffeur, un brushing récent, une légère odeur. Elles sont grand-mères, bien sûr, gâteaux, mais elles n'ont pas renoncé à plaire. Elles ont été ôtées, elles ont fait le bridge, elles ont fait un petit footing le matin. Les hommes, eux aussi, sont allés au golf, ils ont joué une partie de tennis. Il n'y a pas de doute, vous êtes dans une commune où les gens ont du bien, qui est prospère. Là, le paysage est totalement différent. D'abord, après 50 ans, 60 ans, pratiquement tout le monde se met à avoir plus ou moins du ventre. Les dents sont jaunies, les peaux sont sèches, les cheveux sont rares. Vous êtes dans une région qui souffre terriblement de la crise. L'inégalité devant la richesse est totalement épouvantable. Et cette inégalité est liée à ce que la vie est beaucoup plus cruelle lorsqu'elle est dure que quand elle est favorable. Et puis pour une autre raison également, c'est qu'une partie du pouvoir financier considérable de ces seigneurs, qui est le plus important des pouvoirs financiers, ils n'ont plus d'enfants à charge, ils ont accumulé des biens, ils sont propriétaires de leur maison, tout va bien. Ils l'utilisent à contrer les effets du temps. Par évidemment les tailleurs, mais également les cosmétiques, le sport, une alimentation idoine, la toxine botulique, la chirurgie esthétique. On se refait faire tout, les seins, les fesses, le nez, tout ce que vous voulez. On se fait tirer sur la peau. Et puis les crèmes de plus en plus chères. Mesdames, si vous allez vous acheter de ces crèmes, réellement, c'est pas donné. Tout le monde ne peut pas en avoir les mêmes. Et ça marche un peu quand même. Il n'y a pas de doute que ça marche un peu. Ces seigneurs ont du pouvoir s'ils sont riches. Et l'inégalité devant les effets du vieillissement se sont considérablement accrues par rapport, sans doute, à ce qu'elles étaient il y a 100 ans de cela. Jadis, les gens qui étaient âgés, voyez un peu ici ces vieilles peaux-là, dans cette fontaine de jouvence de Lucas Cranach l'Ancien, pensaient que l'on avait trouvé des lieux, comme la fontaine de jouvence, dans lesquels on pouvait entrer dans cette piscine, et ces vieilles peaux ressortaient de l'autre côté, en jeunes femmes séduisantes accueillies par des beaux jouvenceaux. Évidemment, les choses sont moins simples, mais les scientifiques, à défaut d'avoir repéré où se trouvaient encore aujourd'hui les fontaines de jouvence, ont fait des progrès extraordinaires dans la compréhension des mécanismes biologiques du vieillissement. Aujourd'hui, on comprend quels sont les processus physiologiques qui expliquent le vieillissement de nombreux organismes modèles, mais également des mammifères et sans doute de nous aussi. On le comprend tellement bien qu'on est capable de ralentir le vieillissement des animaux modèles et que, sans doute, dans l'avenir, on sera capable, non pas du tout d'accéder à l'immortalité, vous allez le voir, mais de ralentir le vieillissement des humains eux-mêmes, accroissant la tendance à l'accroissement de la longévité que nous connaissons tous. Et puis, lorsque malgré tout un organe sera défaillant,
nous avons la possibilité d'y remédier, et le cyborg est pour demain, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute que les progrès des prothèses articulées et intelligentes, mus par la volonté, par différents dispositifs, transformant les signaux de notre cerveau en commandes de prothèses, de voix artificielles, tout ce que vous voulez, permettra de pallier différents types de handicaps. Demain, on peut imaginer quelqu'un qui a des dispositifs photoélectriques pour les malvoyants, qui a 4 membres, prothèses articulées mues par le cerveau. Tout ça, c'est quelque chose qui est envisageable. La médecine régénératrice, que j'illustre ici par cette tapisserie du XVIe siècle qui montre l'un des 12 travaux d'Hercule, qui est le combat contre l'hydre de Lerne. L'hydre de Lerne a ces têtes abominables qui régénèrent quand on les coupe. Donc Hercule, ici, qui doit, avec cette épée, couper les têtes, s'est fait aider par l'un de ses neveux, qui a ici un brandon incandescent et qui cautérise les coups coupés à mesure qu'ils sont coupés pour éviter la régénération. Vous savez que le prix Nobel de cette année a été donné à un chercheur japonais qui a fait faire des progrès considérables dans le domaine de la régénération, si bien que la médecine régénératrice permettra sans doute, en effet, d'obtenir de nouveaux résultats et permettra d'une certaine manière de compenser les dommages liés à l'âge de certains organes. Il n'empêche que on continuera de vieillir et le moment viendra où les héros seront fatigués. La démarche sera incertaine, ces petits déambulateurs seront certainement utiles, et le naufrage de la vieillesse a été peint avec un talent et avec une lucidité froide, objective, impressionnante, évidemment par Rembrandt. Dans ces 2 tableaux de Rembrandt, d'abord, on voit un des phénomènes dont j'ai parlé, qui est l'augmentation de la longévité. Ici, il a 33 ans, très bien, on lui donne. Ici, il a 54 ans. Donc, Rembrandt, autoportrait à 33 ans et à 54 ans. À 54 ans, on voit ses caractéristiques. On voit notamment, à partir ici de l'aile du nez, comme ce rideau un peu tremblotant, un peu faceillant de la joue qui tombe et qui semble recouvrir carrément la commissure labiale. On voit ces rides profonds sur le front qui vont également en s'écartant du coin de l'œil vers la tempe. On a vu tout à l'heure ces démarches qui étaient incertaines. Il y a un moment où le naufrage de la vieillesse est inévitable et aujourd'hui, il s'associe à un autre naufrage, qui est la perte croissante de position particulière des personnes âgées dans notre société. Alors, ne racontons pas d'histoire. Il n'y a aucune période de l'humanité, autant qu'on sache, qui n'ait pas privilégié la jeunesse et pour laquelle le vieillissement n'ait pas été une épreuve à surmonter. La déploration de la vieillesse et de la mort est vieille comme le temps. D'ailleurs, vous connaissez le poème de Ronsard, « Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait disclose sa rose de pourpre au soleil n'a point perdu cette vesprée à la vôtre pareille. » Il est clair que l'on conseille à cette jeune femme de profiter de sa jeunesse pour aimer tant qu'il est temps, parce qu'un jour il ne sera plus temps, car elle aura perdu cette vesprée. Pareil à celle de la rose qui se fane. Mais jadis, au moins, on considérait que la personne âgée avait un avantage, c'est qu'elle accédait à la sérénité. Elle avait eu beaucoup d'expérience, et donc cette expérience lui donnait une sagesse. Elle était, cette fois-ci, à l'abri des excès de pulsion et de passion du sang chaud de la jeunesse, et par conséquent, elle était un élément indispensable de la conduite de leur peuple.
les conseils des anciens ont été extrêmement importants dans toutes les sociétés primitives et dans toutes les sociétés antiques. Aujourd'hui, tout a changé de ce point de vue-là. D'abord, notre temps, pour des raisons de consumérisme, est schizophrène en ce qu'il fonde comme icône de la vie désirable une vie jeune, belle, séduisante, productrice et consommatrice, alors qu'avec la diminution du nombre d'enfants et l'accroissement de la longévité, la réalité du nombre des personnes dans nos sociétés est que la majorité des personnes ne sont plus jeunes, ne sont plus, disons, dotées des attraits de séduction de la jeunesse, deviennent moins productrices, et il y a même un moment où elles ne consomment plus que des soins de santé, que des besoins de santé, c'est-à-dire coûtent à toute la société. Mais plus encore, aussi bien la conception révolutionnaire du passé faisant table rase que la conception ultralibérale, c'est-à-dire que seule la modernité technologique dit ce que sera l'avenir, fait que l'expérience du passé n'a plus aucune importance. Ce qu'il faut, au contraire, c'est couper les liens avec le passé pour être capable de s'engager ardemment, hardiment, dans la construction d'un monde nouveau. Et là, l'expérience, c'est la sagesse de la personne âgée, cesse d'être importante. Si bien que notre situation est celle où les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses et ont perdu le seul élément de réconfort qui leur permettait de retrouver un réel rôle dans la cité et dans la société. Et c'est l'un des éléments pour lesquels, je vous l'ai dit, le deuxième âge où les suicides sont les plus importants est celui-là. Puis il y a un moment où, à force d'être vieux, on est mort. Mais l'histoire n'est pas finie, car il semble bien que la mort a toujours été considérée par l'homme comme le moment le plus important de sa vie. Ce n'est pas une provocation, ce que je dis là. Comment avoir quelques éléments objectifs pour savoir l'importance que l'humanité a accordée aux différents stades de la vie? Eh bien, peut-être les soins, les œuvres qui lui ont été consacrées. Si vous comparez les œuvres qui sont consacrées à la naissance ou au mariage aux œuvres consacrées à la mort, il n'y a pas photo. Depuis les dolmens, les menhirs, les mausolées, les pyramides, les tumulus, etc., heureusement que l'homme a toujours considéré que le moment le plus important de la vie, c'était la mort, parce que ça nous permet de connaître les civilisations anciennes. Pour quelle raison l'homme a-t-il considéré que le moment le plus important de la vie était la mort? C'est lié au temps, là encore. C'est que dès que l'homme a eu conscience du temps, et donc de l'avenir, ce qu'il a vu dans l'avenir, c'est son vieillissement, sa déchéance, sa mort, la putréfaction de ses chairs et la liquéfaction putride de son corps dans l'humus du sol. Ce n'est pas quelque chose d'absolument attrayant. Et donc, il lui a bien fallu exorciser l'épouvante qu'il ressentait. Et la meilleure manière d'exorciser l'épouvante, c'est de considérer qu'en réalité, la mort n'est pas une fin, que la mort est un passage d'un état de l'être à un autre état de l'être. Et si effectivement la mort est un passage, un moment critique, où on va s'engager dans une vie plus longue, éventuellement de meilleure qualité, plus épanouissante, le paradis, le grand tout des bouddhistes, les chasses éternelles avec l'esprit des anciens, des ancêtres, alors il faut y consacrer le soin nécessaire pour réussir ce passage. Et puis, la mort, c'est également le moyen de maintenir sa présence dans l'esprit des vivants, et la meilleure manière de le faire, on n'avait pas encore d'album photographique de ce temps-là, c'est effectivement ces sculptures des monuments funéraires, comme ce couple d'Étrusques, où on retrouve ce dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que l'être mort ici n'est pas la femme ni l'homme, c'est le couple. L'élément fusionnel qui existe dans ce couple, qui est représenté, restant uni à travers cette mort. Regardez
ce tableau que chacun d'entre vous connaît. Un enterrement à Ornans, il est d'une extraordinaire importance symbolique. Voilà un rite mortuaire, religieux, des obsèques religieuses catholiques, qui est un des exemples du rite de passage d'un état de l'être à l'autre, de la vie terrestre à la vie éternelle des chrétiens. Et il y avait le corbillard, on ne le voit pas, il y avait les chevaux noirs avec un pompon sur la tête, le corbillard avec les 4 pompons au coin, on connaît bien, enfin ceux d'entre nous qui ont vu ça, on l'imagine, et puis voilà, maintenant le cercueil a été mis en terre, voilà les croque-morts qui sont là, les fossoyeurs, et puis il y a monsieur le curé avec les enfants de chœur, et ils sont en train de faire en sorte pour que l'on accroisse les chances peut-être que le mort aille au ciel. Mais tout le monde ne participe pas à ce rite catholique. Regardez ces 2 hommes-là. Ils ont tous les 2 un tricorne. Vous voyez celui qui a des bas bleus, celui qui a des guêtres blanches. Et celui-là semble suivre un rituel tout différent de celui du prêtre. Leur redingote, leur tricorne, leurs bas, leurs guêtres, indiquent sans aucun doute que ce sont des républicains. Ce sont des républicains, Courbet lui-même était républicain et même socialiste, complètement athée, et il y a toutes les raisons de penser que ce sont des bouffeurs de curés et qui n'ont absolument rien à faire des simagrides du prêtre. Et pourtant, ils ne se moquent pas. Ils ne sont pas hilares. Ils ne sont pas dans le blasphème, dans la dérision. Ils sont émus, eux aussi. Ils sont émus. Alors, c'est une énigme. Pour quelle raison ces 2 hommes qui sont totalement persuadés qu'il n'y a pas de vie éternelle, qu'il n'y aura pas de résurrection des morts, qu'il n'y a ni enfer, ni purgatoire, ni paradis, que, en effet, très rapidement, le cadavre sera mangé par les vers et puis ensuite que sa décomposition sera terminée par les bactéries, qu'il viendra engraisser le sol du cimetière. Pour quelle raison participe-t-il à ce rite? N'est-il pas sans objet? En fait, moi-même, je me suis posé la question, je suis moi-même agnostique, et je me suis moi-même posé la question, m'étant trouvé plusieurs fois comme cela, seul à veiller un mort, avant que les autres personnes n'arrivent, ou bien étant passé, le mort étant exposé, étant seul, et restant comme cela 1/4 d'heure, 20 minutes avec le mort, pas du tout en souriant, en riant, en me grattant, en faisant le pitre, mais ému, incontestablement ému, et en même temps me demandant pourquoi je suis ému. Qu'est-ce que ça représente pour moi? Et en réalité, j'ai un peu la réponse. La réponse, c'est que dans cette émotion, dans ce moment privilégié, ce qui se passe, c'est un approfondissement, une facilitation du transfert de la mémoire de l'empreinte du mort au vivant. Le vivant se rappelle tout ce qu'il a eu en commun, tous les moments partagés avec le mort. Il achève d'en être profondément modifié dans son esprit, dans son psychisme, et par conséquent, à transmettre lui aussi à tous ceux avec lesquels il interagira, tous ceux qu'il enseignera, cette modification qu'il a subie de par cette interaction avec le mort. Ici, c'est la 3e immortalité qui apparaît. Immortalité des gènes, l'enfant, immortalité de la religion, immortalité de la vie après la mort, et immortalité du souvenir, pris en charge par la succession des vivants, qui illustre évidemment dans un cas très particulier ce tableau de Rembrandt qui représente Aristote qui a la main sur la tête d'Homère. Je ne sais pas du tout si on retrouve encore des gènes d'Aristote et d'Homère qui se baladent chez des petits Grecs quelque part ou chez d'autres, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout s'ils sont dans un paradis quelconque. Pour moi, c'est improbable, vous l'avez compris, du moins je n'en fais pas l'hypothèse. Mais ce que je sais, c'est qu'ils sont totalement immortels. Ce que je sais, c'est que le monde serait totalement différent s'il n'avait pas été là. Alors, c'est un cas particulier, bien sûr. Mais l'œuvre, prise dans son sens large, est une forme d'immortalité. Ce par quoi on modifie autrui qui nous survit,
c'est une forme d'œuvre également. Là où l'on investit de la tendresse, de l'affection, de l'amour, c'est également une forme d'œuvre. Ce qui m'amène à interpréter différemment ces tableaux qui ont fleuri au XVIIIe siècle, qu'on appelle les vanités. Les vanités veulent illustrer normalement des versets de l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Et ces vanités représentent toujours quelqu'un souvent jeune, mais qui a la main sur un crâne, montrant que la mort suit la vie et même la jeunesse, et qui montre le caractère éphémère de toute chose. La chandelle va s'éteindre. Souvent, il y a des fleurs qui vont faner, parfois des parfums qui vont se dissiper. Puis il y a toujours des livres. Et moi, mon interprétation moderne est que les vanités montrent que tout n'est pas que vanité. Parce que certes, on meurt, certes, la chandelle s'éteint, certes, les fleurs fanent, mais l'œuvre a, elle, la capacité d'être immortelle. Et l'œuvre est symbolisée par des livres dans notre civilisation. Chez ce guerrier de Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'œuvre est celle qui est matérialisée par la succession des crânes des ancêtres devant lesquels il se recueille. Et cette forme d'immortalité, quoi que nous fassions des deux autres, elle nous est due, nous la gardons. Merci. Je réponds aux questions. Hein. Je vous préviens, s'il n'y a pas de questions, je vais tout de suite signer les livres. D'abord, merci pour cet enchantement. Une question toutefois. Au tout début de votre propos, vous avez lié l'esprit scientifique de l'individu à l'esprit artistique. Et dans toute votre démonstration, vous avez toujours lié un aspect artistique, une représentation artistique, à une représentation humaine. Mais pour moi, l'être humain, il est à la fois un être qui est raisonné et raisonnable, et aussi fantasque, capable d'imagination. Alors, on l'a vu de manière imagée, mais vous ne l'avez pas développé. Pourquoi ? Mais je l'ai développé d'entrée de jeu. Rappelez-vous ce par quoi j'ai commencé mon propos. Je vous ai dit qu'en tant que président d'université, j'avais voulu que mon université figurât au plus haut niveau dans l'honneur rendu à toutes les formes de manifestation de l'esprit humain. La manifestation rationnelle scientifique, l'université Paris-Descartes est une grande université scientifique, la manifestation rationnelle philosophique, psychologique des sciences humaines et sociales, où la rationalité est indispensable, autrement c'est du n'importe quoi et c'est nul. Et également, et là, la rationalité n'intervient plus, ai-je dit, la création de beauté, c'est-à-dire l'art. Donc j'ai commencé mon propos par cela. Et donc je suis totalement d'accord avec vous, totalement. Bonsoir. Je voudrais vous poser une question sur le temps. Vous avez, si on imagine que les animaux ne sont pas conscients du temps, les animaux ni les plantes d'ailleurs, alors que par exemple, vous le savez
bien que certaines plantes ont beaucoup plus de gènes que les hommes. Cependant, ce temps-là a une incidence sur eux, sur les plantes et les animaux. Ils vont mourir, ils vont vieillir, les plantes vont se faner. C'est vrai pour se renouveler après, mais bon, c'est la conscience de ce temps, c'est là ma question, la conscience du temps chez les animaux. Alors, les plantes n'ont certainement pas conscience du temps, même si le temps se manifeste ô combien chez elles. Ce que l'on peut dire, c'est qu'aucun animal n'a une conscience du temps aussi développée que l'homme. Ça, c'est certain. On est certain également que d'autres animaux ont néanmoins une certaine conscience du temps. Ça a été très bien démontré grâce à une expérience que l'on a faite chez des oiseaux qui sont des corvidés, de la famille des geais. On met ces animaux dans un dispositif expérimental avec 2 compartiments communiquant l'un avec l'autre. On les met et dans un compartiment, il y a de la nourriture, dans l'autre pas. Et puis, le lendemain, on les met dans l'un ou l'autre compartiment, mais la porte est fermée. Donc, s'ils sont dans le compartiment où il n'y a pas de nourriture, eh ben, ils sont affamés. Et dans l'autre, ils peuvent manger. Et on répète ça plusieurs fois. Et dans leur majorité, ils apprennent, ces animaux, ils apprennent à profiter de ce que la porte entre les compartiments soit ouverte pour amener de la nourriture dans le compartiment vide, pour le cas où ils s'y retrouveraient le lendemain matin et le manger. Donc ça montre très clairement que ces corvidés sont capables d'avoir une conscience du temps et de faire des projets. Chez les primates, ça doit être vrai, mais c'est plus difficile à mettre en évidence. Mais vous voyez que c'est après beaucoup d'efforts qu'on a réussi à le mettre en évidence. Et tout ce que l'on peut dire, c'est que, en termes de quantité, alors là, évidemment, il n'y a pas photo. La conscience de la mort, c'est très compliqué. Tout le monde n'est pas d'accord. On n'a pas d'évidence claire que les animaux aient conscience de la mort. Moi, je suis certain que les animaux domestiques que j'ai eus, je suis un homme de cheval, donc j'ai l'habitude de suivre des chevaux jusqu'à leur mort. J'ai eu plusieurs chiens, des chats. Je suis certain qu'aucun de ces animaux n'a jamais eu conscience de sa mort par différents aspects, etc. J'en suis vraiment totalement certain. On a dit jadis que les éléphants avaient conscience de leur mort. Ça a été très débattu et très remis en cause. Si bien qu'on ne sait pas trop, si vous voulez. Mais là encore, le fait même que ça soit si difficile à démontrer, notamment, il manque quelque chose de fondamental. Si les animaux avaient une vraie conscience de la mort, eh bien, on peut imaginer qu'ils essaieraient de donner un soin particulier, enfouir ou que sais-je, les dépouilles. Je veux dire, chez nous, on sait qu'il y a une conscience de la mort à cause des rites mortuaires qui certainement ont 115 000 ans, mais peut-être même ont 250 000 ans. Donc on en est certain. Car à partir du moment où on se met à développer des rites mortuaires, c'est qu'on a une conscience de la mort. Chez les animaux, rien de tel, c'est sûr. Il y a un animal qui meurt, en tout cas la dépouille, personne n'y bouge, on ne met pas des fleurs dessus, on ne gratte pas pour mettre de la terre dessus, etc. Rien. Voilà. Donc, chez les animaux, il y a certainement une ébauche de la conscience du temps, c'est sûr. Chez les corvidés, c'est certain. Sans doute chez les primates, on peut imaginer, sans doute. La conscience de la mort, on ne sait pas trop, c'est possible, mais elle n'est qu'ébauchée. Ce sont des prémices, au mieux. Monsieur là, et puis ensuite un monsieur derrière. Bonsoir. Bonsoir. Vous aviez dit que un des drames, entre guillemets, de la vieillesse actuellement, c'était de
de ne plus être considéré entre guillemets comme vénérable. Cependant, enfin, dès qu'on voit un conseil d'administration ou une entité dirigeante quelconque, on s'aperçoit que ce sont des personnes plus âgées que moi, en tout cas, qui y sont, et qui vont y rester jusqu'à leur retraite. Ils sont, enfin, jusqu'à la... Mais ils ne sont pas des anciens quand même. Bah, C'est-à-dire que ce sont des anciens par rapport à vous. Mais vous avez bien dit, ils vont y rester jusqu'à leur retraite. Mais vous avez raison. Cela étant dit, une des grandes caractéristiques des gens qui, relativement âgés, sont à des postes importants, c'est de démontrer qu'ils restent jeunes. C'est pas du tout de se vanter d'être bien vieux, d'avoir de l'expérience, d'avoir acquis la sérénité, mais de montrer qu'ils restent partisans du mouvement, du changement, qu'ils ont encore tout leur dynamisme. Donc, c'est pas en contradiction avec ce que je dis. C'est-à-dire que les gens qui ne sont plus jeunes, pour continuer de paraître, d'exister, essayent réellement de se parer des vertus de la jeunesse, et non pas de celles qui ont disparu de la sérénité de la vieillesse. Oui, mais il y a longtemps, on va dire, il y a une bonne centaine d'années, on continuait à bosser jusqu'à ce qu'on puisse plus. Enfin, ce que je veux dire, c'est... Enfin, jusqu'à ce qu'on puisse plus, et puis la durée de la vie étant ce qu'elle était, bah, dès qu'on pouvait plus, en général, c'est que ça allait pas durer longtemps après. Enfin, je sais pas. Oui, je vous entends bien, mais je n'ai pas compris la question qu'il y avait derrière votre propos. Ce que je voulais te dire, c'est que est-ce que c'est pas parce que la durée de vie s'est allongée que justement la durée de vie est allongée, c'est compliqué, hein. C'est que ce qui est très allongé, c'est l'espérance de vie à la naissance. C'est dû en grande partie à la diminution de la mortalité infantile. Donc, ce qui est intéressant, c'est quelle était l'espérance de vie d'une personne de 40 ans ou de 20 ans au XVIe siècle, XVIIe siècle et maintenant. Elle est moins différente qu'on ne le pense. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, autant qu'on puisse le dire, l'espérance de vie de quelqu'un qui avait 20 ans, on mourait en moyenne, quand on avait atteint 20 ans, quand on avait échappé à l'horrible mortalité infantile, la moyenne était de l'ordre de 67 ans. Aujourd'hui, par conséquent, c'est de 79 ans pour les hommes, 82 ans chez les femmes. Donc il y a une progression, mais ça n'a rien à voir avec, quand on parle en termes d'espérance de vie, l'espérance de vie a doublé pratiquement. Donc là, c'est pas du tout. Et par ailleurs, des gens très vieux, il y en a toujours eu. Toujours. Fontenelle est mort à 100 ans. Et dans l'histoire, il y a toujours eu des gens qui avaient 80 ans, 90 ans, qui atteignaient 100 ans. Il y en avait moins, mais il y en a toujours eu. Et par conséquent, les conseils des sages, les grands sages, c'était un peu, notamment, parmi ces gens-là, qu'on les prenait. Donc il ne faut pas croire qu'il n'y avait pas de vieillards dans les temps anciens. Merci. Bonsoir. J'ai deux questions. La première, c'est vous avez relativement vite évacué le principe d'immortalité. Est-ce que ça vous paraît une perspective totalement inenvisageable aujourd'hui, lorsqu'on sait que l'on peut prendre une cellule normale et la faire, enfin une cellule mature, et la faire revenir à un état embryonnaire? Donc, est-ce que donc ce principe-là biologique, l'on sait parfaitement maîtriser, bon, même si on ne peut pas tout faire, bien sûr, mais est-ce que ce principe-là ne porte pas en lui un principe d'immortalité, hormis, bien sûr, de se faire écraser sur la route? Mais voilà, donc ça, il y a cet aspect-là. La deuxième question au sujet du temps. Je me pose des fois la question de savoir si est-ce que le temps, en tout cas physique, existe réellement. Est-ce que le temps n'est pas simplement la mesure de notre propre caractère éphémère? C'est parce qu'on sait qu'on disparaît, etc. Et on mesure tout à travers le temps. Mais en physique, le temps est relatif.
hein, ça a été montré. Est-ce que finalement, on ne peut pas envisager que le temps n'existe pas réellement et qu'il n'est qu'une perception de l'individu et de l'être humain? Alors pour la première question, on peut certainement tout envisager, mais sur les animaux d'expérience les plus simples, tout ce que l'on peut faire, c'est une variation de la longévité sur un thème. Caenorhabditis elegans, le ver, un ver sur lequel les expérimentateurs aiment bien travailler. Il vit en moyenne 25 jours et on arrive, ce qui est déjà pas mal, à le faire vivre 50 jours, mais pas autant qu'une souris. De la même manière, une drosophile qui vit 20 à 30 jours, on arrive aussi à la faire vivre 50-55 jours. Mais là encore, pas une souris. Une souris qui vit normalement 2 ans et demi à 3 ans, on arrive à la pousser jusqu'à 3 ans et demi, mais pas autant qu'un cheval ou bien qu'une vache, c'est-à-dire autour de 20 ans. On n'a pas fait d'expérimentation sur l'augmentation de la longévité d'un bovidé ou d'un équidé, mais on n'arriverait pas à le mener à la longévité d'un primate humain, par exemple. Et un primate humain, on n'a pas encore fait vraiment d'expérience, mais je n'ai pas de raison de penser, aujourd'hui en tout cas, on n'a aucune preuve expérimentale pour imaginer qu'on puisse atteindre l'immortalité qui serait déjà expérimentée sur les animaux les plus simples, sur lesquels on expérimente depuis très longtemps, dont on peut bricoler les gènes, etc. etc. L'immortalité cellulaire est qu'un petit élément de l'immortalité. Après tout, ça fait très longtemps qu'on connaît l'immortalité cellulaire, qui sont les cellules cancéreuses. Mais l'immortalité des cellules cancéreuses n'a jamais fait l'immortalité des personnes qui ont un cancer. Pour ce qui est de la deuxième question, le temps est une mesure et une constante physique qui apparaît des équations physiques, qui est très importante, qui est liée à l'espace, on va parler d'espace-temps, mais qui, bien évidemment, existe indépendamment de ce standard qu'est le temps de la vie humaine. Lorsque l'on dit que le Big Bang supposé s'est produit il y a 13,9 milliards d'années ou 13,7 milliards d'années, que la Terre s'est formée il y a un peu moins de 5 milliards d'années, qu'elle a été percutée par la Lune il y a 4,3 milliards d'années, que la vie est apparue il y a sans doute 3 milliards à 3 milliards 500 000 ans. On utilise une constante physique qui a une vraie valeur, qui est une vraie constante physique, qui n'est pas un élément subjectif. Ce qu'il y a, c'est que cette valeur physique est systématiquement liée à effectivement la succession d'événements. C'est la raison pour laquelle la question se pose, c'est que est-ce que l'on peut dissocier la valeur physique du temps, qui existe, qui apparaît dans de nombreuses équations en physique en particulier, est-ce qu'on peut le dissocier par exemple de la matière? Difficile d'imaginer qu'il y a des événements s'il n'y a pas de matière. Et donc est-ce que le temps a été co-créé avec la matière, co-créé, coproduit avec la matière, ou bien existe-t-il indépendamment de la matière? Ça reste une discussion qui est l'objet d'âpres conflits, d'âpres débats parmi les théoriciens de la physique. Ce que je voulais simplement au CERN, c'est savoir si, je m'intéresse à ces débats, mais je ne suis pas moi-même un physicien. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir si l'appréhension que j'en avais était recevable par des hommes de l'art. Et j'ai été satisfait d'apprendre qu'en effet, c'était recevable. Bonsoir, monsieur. C'est moi qui... Excusez-moi. Voilà, j'ai été un peu étonné que vous présentiez la vieillesse, à l'instar d'ailleurs du général de Gaulle, en la présentant uniquement comme un naufrage, ce qui biologiquement est évident. Mais devant le fait que dans nos sociétés, les classes d'âge deuxième et troisième âge, et même peut-être quatrième, prennent beaucoup d'importance, nous oblige peut-être à repenser un petit peu cet âge-là. Et je me souviens d'avoir lu des textes de Carl Gustav Jung, par exemple, qui disent que finalement, la vieillesse est peut-être un âge
dans lequel l'homme, après avoir produit, procréé et donc donné ce qu'il avait à donner à la société, pouvait se recentrer sur lui-même et donc s'accomplir pleinement dans cet âge-là où il avait le temps de le faire. Et je suis moi-même enseignant auprès de personnes à la retraite. Je suis toujours étonné par leur capacité à s'étonner, à retrouver, à avoir une espèce de curiosité tous azimuts. Et il me semble que la vieillesse peut être aussi une chance de ce point de vue-là. Qu'en pensez-vous? Mais moi, je suis d'accord. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Le fait même que j'ai indiqué que jadis, la vieillesse, âge de l'expérience, de la sagesse et de la sérénité, avait au moins cette vertu, cet attribut-là, et que le fait que dans la société moderne, ces attributs aient perdu de leur importance, montre combien moi-même personnellement, non pas parce que je m'approche plus de la vieillesse que de la jeunesse, combien j'y accorde moi-même de l'importance. Et je pense effectivement que cet âge, et on en a tous des expériences nombreuses, peut être d'une richesse incroyable. En revanche, l'accueil qui est fait par notre société à cet âge est un accueil de moins en moins tolérant, de moins en moins compréhensif. La place de la personne âgée diminue au prorata du nombre proportionnel de personnes âgées dans la société, semble-t-il. Au-delà, évidemment, de cette période singulière qui est le pouvoir des seigneurs, mais qui ont de l'argent. Le pouvoir des seigneurs est totalement limité au pouvoir des seigneurs qui ont des biens. Et en effet, pour les seigneurs qui n'en ont pas, il n'y a aucun pouvoir. C'est l'âge, au contraire, de la misère la plus lourde, la plus difficile, de la vie la plus incertaine. Bonsoir. Moi, je voulais savoir, en ce qui concerne vous avez parlé des rituels de passage dans certaines civilisations. Qu'est-ce qu'il advient des enfants qui ratent ces rituels de passage? Est-ce qu'ils ont une place quand même dans la société? Est-ce qu'ils ont une possibilité de repasser ce rituel ultérieurement? Qu'est-ce qu'il advient d'eux? La question est, excusez-moi, je n'ai pas bien saisi. Qu'est-ce qu'il advient des enfants qui ratent leur rituel de passage à l'âge adulte? Alors écoutez, je crois que ça dépendait énormément des civilisations, mais les rites de passage n'étaient pas ceux que je connais, je n'ai pas forcément une connaissance extensive de ce domaine, n'étaient pas un examen probatoire. C'était un rituel de passage. On marque par un rite, effectivement, le passage. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait été prévu que quelqu'un qui rate le rituel de passage se retrouve dans la situation d'Oscar, c'est-à-dire continue à jouer du tambour parmi les femmes jusqu'à 45 ans. Ça, je ne connais pas de civilisation où cela eût été la sanction d'un échec au rituel. Bonsoir. Ma question concerne le règne animal. Vous avez attribué à l'homme le propre de la création de beauté. Est-ce que, chez certaines espèces, on retrouve par exemple lors de la parade nuptiale, associé à cette parade, la création d'un nid, d'une niche, d'un abri, où la beauté de cet abri, où ils rajoutent des plumes, des couleurs, où ils essayent d'agrémenter, constitue un atout quelque part à cette parade. Est-ce qu'on peut parler de création de beauté, de conscience de la beauté chez ces animaux? La beauté, telle que nous l'appréhendons pour nous, est un signe d'attraction sexuelle. Madame Pan trouve que la roue du Pan, quand il fait la roue, est extrêmement attrayante et donne à Madame Pan l'envie de se donner à Monsieur Pan en considérant que certainement la valeur génétique de Monsieur Pan sera de qualité. De la même manière, la biche, quand elle voit les beaux bois du cerf, en est tout émue et accepte qu'il devienne le géniteur de sa progéniture parce que cela est un indice de qualité génétique considérable. De la même manière, la crinière du lion, etc., etc. Cela étant dit, Monsieur Pan, pour accroître son attrait, n'est pas capable de prendre un pinceau pour modifier les couleurs de sa roue. C'est inné, il la présente, c'est marre. Alors que vous,
éventuellement. Vous allez voir votre chérie et puis elle vous dit, écoute, tu reviendras quand tu auras été chez le coiffeur et quand tu te seras rasé. Et bien vous rentrez, alors même que vous avez une tignasse comme ça, vous allez vous raser de bien près, vous allez aller chez le coiffeur et vous reviendrez. C'est-à-dire que vous êtes capable d'agir sur votre corps pour modifier son attrait sexuel. C'est-à-dire que même dans le domaine de la beauté comme élément d'attrait sexuel, vous pouvez agir. Et puis, il y a une beauté qui n'a rien à voir avec l'attrait sexuel. Quand je trouve que le Grand Canyon du Colorado est une des choses les plus belles du monde, je ne pense à rien d'autre qu'au Grand Canyon du Colorado. Mes idées sont d'une pureté absolue, réellement, à ce moment-là. Et de la même manière, le vol des petits papillons dans un rayon de soleil, dans la rosée du matin, dans la clairière, cela m'émeut au-delà de ce que je peux raconter, et c'est totalement déconnecté de tout élément de sémiologie sexuelle. Donc, en résumé, bien évidemment, parmi les signes d'attraction sexuelle, les animaux utilisent des signes très voyants que nous, on trouve très beaux, mais ils ne les produisent pas. Ils ne fabriquent pas de la beauté. Ils utilisent des signes que nous, on trouve beaux. Ça a une autre signification. Et on n'a aucun sentiment, aucun élément pour penser qu'un animal va créer un artefact, c'est-à-dire va créer quelque chose de lui-même, afin que cette chose soit belle. Alors que dans l'espèce humaine, il y a un phénomène qui est très singulier, c'est que depuis au moins 1 800 000 ans ou 1 500 000 ans, peut-être 2 millions, mais en tout cas 1 800 000 ans certainement, on s'est rendu compte que les outils en pierre taillée sont d'une perfection, d'une harmonie qui dépasse ce qui est exigible pour que leur usage soit optimal. Comme si nos très lointains ancêtres, qui n'étaient pas encore des Homo sapiens, qui étaient des Erectus, ou des hommes de cet ordre-là, avaient consenti plus d'efforts pour produire un outil qui leur procure une satisfaction esthétique. Donc on a des raisons de penser que l'éveil à la satisfaction esthétique est très ancien, et moi j'en fais l'un des mécanismes en fait du processus d'hominisation. Bonsoir. Il est où là? Ah, Il est là. Là, ça y est. Ce que je voulais savoir, ce que vous avez dit par rapport à la naissance de la sexualité chez l'adolescent et tout ça, pourquoi il y a eu un moment où vous avez parlé du 19e siècle, pourquoi il y a eu cette peur justement de la masturbation, qu'il fallait cacher ça C'est la religion, ça. Oui, mais pourquoi ça, j'en sais rien. Mais il est sûr à un moment donné que, depuis d'ailleurs la scolastique, la religion, et surtout la religion catholique, mais c'était vrai, la religion chrétienne, parce que c'était absolument vrai également des protestants. Les religions chrétiennes considéraient que tout devait être dédié à Dieu et que l'accouplement des hommes et des femmes était fait pour que selon la volonté de Dieu, l'on puisse créer des nouveaux êtres qui seraient des serviteurs de Dieu, et on s'efforçait bien d'indiquer qu'il convenait d'éviter tout plaisir inutile. D'ailleurs, de ce temps-là, les hommes et les femmes s'aimaient dans le noir, en levant juste ce qu'il fallait la chemise de nuit, en défaisant ce qu'il fallait le pyjama, certainement pas au-delà, parce que, évidemment, c'était extrêmement mal vu, extrêmement malsain. Donc, en effet, il y a eu à un moment donné une pensée religieuse qui a voulu considérer que la volonté d'accès au plaisir était suspecte, car l'accès au plaisir détournait de l'amour de Dieu. Voilà, je crois, ce qui est l'élément fondamental. Oui, une dernière question à madame, qui est là-bas. Monsieur Moulin, vous voulez peut-être poser une question encore? Bon, alors, je vais poser la mienne. On a parlé de beaucoup de fin de vie. On a également, vous avez rappelé l'apparition de la vie sur Terre il y a environ 3,5 milliards d'années.
Les enfants, depuis longtemps, ont une conscience, et je mets un grand C. Et est-ce que pour vous, cette conscience, c'est le fruit d'une construction pas à pas depuis l'apparition de la vie, et notamment de la vie humaine, ou est-ce qu'il y a une autre explication? Alors pour moi, l'esprit est construit. C'est-à-dire que l'on naît avec des comportements innés, évidemment, qui sont hérités de tous nos ancêtres. On le connaît, ça, puisqu'on a, comme vous savez, l'exemple d'une vingtaine d'enfants sauvages qui n'ont pas été élevés par des communautés humaines, mais qui semblent avoir survécu au contact de communautés animales. Et on a bien étudié quel était leur état de développement mental, extrêmement faible, mais qui avaient l'instinct de manger, l'instinct de boire, voilà. Donc, certains comportements, et sans doute, si on avait prolongé jusque-là, avait-il également l'instinct de la reproduction. Pour le reste, tout est construit au contact des sociétés humaines. Maintenant, depuis combien de temps le niveau de conscience qui nous caractérise a-t-il été acquis? On peut dire, sans doute, depuis l'apparition d'Homo sapiens. Homo sapiens est apparu il y a 200 000 ans. Alors, je ne sais pas, il y a 200 000 ans, peut-être qu'il a évolué un peu, mais en tout cas, ce qui est absolument, pour moi, évident, c'est que quand vous avez accès, quand vous regardez certaines des premières œuvres des grottes ornées, notamment une des plus extraordinairement belles qui soit, qui est la grotte Chauvet, qui n'est pas si loin que cela d'ici, en réalité, c'est dans l'Ardèche. Quand vous voyez ces frises de chevaux, quand vous voyez ces combats de rhinocéros, on a l'impression qu'il y a comme une étincelle des cornes de rhinocéros qui s'entrechoquent, d'une beauté à couper le souffle. Je vous ai dit que la création de beauté, et même ce n'était pas le but des femmes et des hommes, des artistes de l'époque, était impropre de l'humain. L'humanité de l'homme de Cro-Magnon qui habitait la grotte Chauvet était certainement la même que la nôtre, les mêmes capacités intellectuelles que la nôtre. Ensuite, tout dépend uniquement du potentiel de développement de ces potentialités mentales qui sont acquises depuis 200 000 ans et en tout cas dont on a la preuve depuis 33 000 ans, la grotte Chauvet ça doit être 33 000 ans, au contact d'une société dont le pouvoir éducatif croît vraiment progressivement. Voilà. Il n'y a pas aujourd'hui dans Homo sapiens de preuves d'augmentation de la conscience. D'abord, quand vous lisez réellement les philosophes grecs, quand vous voyez le prodige extraordinaire, incroyable de la civilisation grecque, vous avez l'impression qu'ils ont pensé à tout, qu'ils ont tout créé absolument. Vous n'avez pas vraiment l'impression que l'homme moderne ait beaucoup évolué depuis Socrate, Platon et Aristote. Bonsoir. Par ici. Pour revenir justement sur la conscience du temps que vous dites propre à l'homme, qu'en est-il de l'instinct de survie, qui est lui propre au règne animal et donc à l'être humain également? Est-ce qu'on ne peut pas le relier à cette conscience du temps? Est-ce que l'instinct de survie serait de prendre conscience que la fin est proche, justement, que le temps s'accélère? Alors, c'est un élément extrêmement important. L'instinct de survie existe chez tous les animaux, puisque s'ils ne l'avaient pas, ils mourraient et le lignage s'éteindrait. Évidemment. Ils l'ont forcément. Cela étant dit, dans ma théorie est que la conscience du temps, et notamment la capacité d'anticipation, a été un avantage sélectif pour les premiers primates qui l'ont développé beaucoup, parce que ça leur a permis d'accroître leur probable survie dans le futur, alors que l'animal ne peut se défendre et l'optimiser que dans le présent. Or, il me semble évident que si on peut se préserver et dans le présent et dans le futur, on a plus de chances de ne pas mourir et par conséquent de se reproduire et par conséquent c'est un avantage sélectif.
Merci beaucoup.